Salut Philippe, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Philippe, tu es secrétaire CGT au comité social d'entreprise centrale de EDF. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour discuter de la renationalisation d'EDF, justement. C'est une piste qui est de plus en plus sérieusement envisagée par l'exécutif depuis le début de l'année 2022. On a entendu Bruno Le Maire en parler, Emmanuel Macron plus ou moins l'évoquer pendant sa campagne, et puis la ministre Pannier-Runacher carrément dire que c'était une option sur la table. Mais d'abord, une question pour bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, l'État détient déjà plus de 80%, près de 84% des parts d'EDF. Il est donc déjà ultra majoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire dès lors une nationalisation? Une nationalisation, ou plutôt une renationalisation, puisque EDF, dans son histoire, a été nationalisé pendant 50 ans. Une renationalisation, aujourd'hui, pourquoi faire? C'est comme ça que nous posons la question. Évidemment que nous portons, nous, en tant que syndicalistes, un projet de renationalisation de notre côté, effectivement, mais qui intègre l'ensemble des activités d'électricité de France et qui soit durable dans le temps. Et qui amène à tout gérer au sein d'un grand service public de l'électricité. Or, aujourd'hui, le projet porté par Macron et son gouvernement, depuis déjà très longtemps, c'est de renationaliser à d'autres fins, c'est-à-dire de renationaliser pendant 3/4 d'heure, et puis le quart d'heure suivant, d'opérer un découpage, afin de conserver dans un giron public les activités qui coûtent cher ou qui ont des investissements de très long terme, tels que le nucléaire, et puis de mettre à disposition des copains du privé des activités rentables, où là, on a des gains d'argent à court terme et assurés. Parce que là, on parle de la commercialisation, on parle de la distribution de l'électricité, l'entreprise qui s'appelle Enedis, on parle des activités en Outre-mer, qui sont sans concurrence aujourd'hui, donc du cash qui rentre assurément. On parle des activités de services. Enfin, on parle d'activités qui seraient mises à des ouvertures de capitaux privés, évidemment, pour faire du beurre. Dans cette renationalisation-là, je tiens aussi à souligner qu'elle ne règle en rien le problème de la dette d'EDF. Aujourd'hui, on a un endettement EDF qui va avoisiner dans les semaines qui viennent les 60 milliards d'euros. C'est énorme. C'est historique, on l'a jamais connu. D'autant qu'on est passé de 42 milliards environ à près de 52 milliards en très peu de temps, en un an. Voilà, on a supporté des plans d'économie avec des suppressions d'effectifs, des plans d'économie depuis 10 ans pour juguler la dette et ne pas aller flirter avec les 50 milliards d'euros, qui est la fameuse ligne rouge qui amène les agences de notation boursière à dégrader les notes d'entreprise, donc à rendre difficile l'emprunt pour investir. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à voir un truc qu'en une seule année, la boîte a été plombée de 20 milliards de dettes supplémentaires, et essentiellement pour des raisons de mise à disposition de ses concurrents, son électricité à bas prix, entre 42 euros et 46 euros, quand cela même la revendait entre 250 et 400 euros. On est dans un système de fou. Juste pour bien comprendre, qu'est-ce qui empêche l'État aujourd'hui d'opérer ce finalement démembrement d'EDF en détenant 84% des parts? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de renationaliser dans un premier temps? Pourquoi il ne pratique pas en fait ce qu'il avait prévu dans le projet Hercule en ayant 84%? Ça suffit pas? Non, parce que nationaliser, ça lui donne les mains libres entièrement. C'est-à-dire que c'est l'effet pervers d'une nationalisation qui, pour nous, ne serait pas une nationalisation, mais serait une étatisation, en fait. Puisque quand on parle de nationalisation, effectivement, nous, on considère que EDF appartient à la nation, donc en représentant de la nation, et pas à un gouvernement. Et donc là, on est plutôt sur un projet d'étatisation pour prendre la main fermement sur l'entreprise afin d'opérer tranquillement, sans rendre de compte à d'autres actionnaires minoritaires, pour opérer un plan décidé par Emmanuel Macron lorsqu'il était encore à Bercy, ministre de l'économie sous Hollande à l'époque. Et donc c'est quelque chose qu'il a en tête depuis très 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 longtemps pour rendre en pratique un schéma qui est issu des banques d'affaires. Des banques d'affaires, c'est les banques d'affaires qui guident ce schéma. Donc voilà, la nationalisation à leur sauce, c'est vraiment pour avoir les mains libres,
s'en rendre compte et faire les choses. Et il se trouve que la dette a été tellement creusée. Donc, l'action d'EDF aujourd'hui est très, très basse. Donc, la nationalisation coûterait pas cher, à peu près 5 milliards d'euros pour renationaliser EDF aujourd'hui. Mais ça ne résoudrait pas le problème de la dette. Alors, justement, tu me parles de cette dette et en même temps, tu me dis donc qui se creuse et qui est quand même très importante aujourd'hui. Ouais. Tu me parles aussi des activités rentables d'EDF, à commencer par Enedis, etc., que l'État pourrait envisager, enfin, dont l'État pourrait envisager de se séparer. Mais justement, enfin, en gros, pourquoi est-ce que l'État se séparerait de ses activités? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la dette, en fait, ne fait que se creuser malgré ses activités rentables en son sein? La dette, elle se creuse pour une raison essentielle, c'est que les mesures gouvernementales pour juguler les prix de l'énergie depuis bientôt un an ont consisté à contraindre EDF à travailler pour ses concurrents privés. Le choix qui a été fait par le gouvernement, par la Commission de régulation de l'énergie, c'est de dire pour juguler les tarifs, on continue à alimenter la concurrence. C'est incroyable, puisque depuis 10 ans, il y a une loi qui existe qui s'appelle la loi NOM, qui avait prévu justement pour engager ce système de concurrence, de mettre à disposition des concurrents, qui sont pas tous des petits, hein, on parle de Total, qui est le premier à profiter de ces bas prix, alors qu'il vient de faire plus de 16 milliards de bénéfices et qu'il investit notamment beaucoup dans le fossile, pour les trois quarts. Donc ça pose quand même beaucoup de questions, cette affaire. Et voilà, donc la dette, elle a été creusée à dessein par les choix gouvernementaux. Moi, j'accuse le gouvernement d'avoir opéré ces choix pour rendre la boîte tellement endettée et pour expliquer à nos concitoyens, bon, vous voyez, la pauvre EDF elle est tellement endettée aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Là, on est dans le schéma, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On est vraiment dedans. Ça a été inoculé en un an. Plonger la dette d'EDF de 20 milliards d'euros, c'est extraordinaire. Alors, c'est pas se séparer d'activités rentables, c'est pas la question, c'est de faire profiter à des copains des activités rentables à court terme. Et là où on est vraiment à l'heure de choix, et c'est pour ça qu'il faut se poser la question pourquoi les banques d'affaires dictent ça, c'est qu'on a le projet de décarboner l'économie. Tout le monde est pour, évidemment. Protection du climat, décarbonons l'économie. Ça veut dire qu'on va électrifier beaucoup d'usages. Pas de problème. À partir de sources décarbonées. Allons-y. Donc ça veut dire que pour les décennies, les siècles à venir, en fait, les boîtes d'électricité vont avoir des gains assurés incroyables, incroyables. Évidemment, il y a des murs d'investissement à passer, mais ça a été de tout temps. Donc, on va avoir des gains assurés pendant des décennies, je ne sais pas, 250 ans, avant de trouver des ruptures technologiques peut-être beaucoup plus que ça. Donc, qui va profiter de ça? Le service public, dans une vision sociale de la transition énergétique, ou les copains des copains des copains qui veulent faire des ronds avec la transition énergétique. C'est vraiment là on est au croisement là, à l'heure des choix. Et le choix qui semble donc voir le jour et poussé par le gouvernement actuel, c'est le choix de faire profiter les copains. Le projet de démembrement, en fait, il a été révélé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, par contexte. C'était une note, donc Hercule, qui expliquait voilà tout ce dont on vient de parler. Mais en gros, l'argumentaire du gouvernement pour dire qu'il faut renationaliser, c'est de dire on a besoin, en fait, de faire des investissements lourds, notamment sur la question énergétique, pour recaréner, enfin pour le grand carénage, on va dire des réacteurs nucléaires pour les pousser au-delà de 50 ans, pour construire 6 nouveaux EPR, etc. Et pour ça, on a besoin de recycler. Est-ce que ça, tu l'entends? Bah, ça, on l'entend, mais on ne fait pas comme si on venait de créer Électricité de France. C'est-à-dire que par le passé, on a déjà financé un parc nucléaire, deux. On a financé un parc thermique et on a financé tous les ouvrages hydrauliques du pays. C'était colossal à l'époque, sans compter que beaucoup s'est passé juste après-guerre, où la France était exsangue. Là, quand même, on se dit comment on a fait à l'époque. Alors, on regarde comment on a fait à l'époque. Alors, à l'époque, entreprise nationalisée, statut d'EPIC, emprunt garanti d'État. EDF a été emprunté en dollars, emprunt garanti d'État,
elle a construit son parc nucléaire, elle a amorti tout ça en 20 ans. Boum. On peut d'ailleurs se poser des questions parce qu'au moment où le capital de l'entreprise a été ouvert, les finances étaient saines. Bon. Au moment où on renationalise, les finances sont pourries et on est à moins 70 milliards d'euros peut-être. Donc c'est juste étonnant. Quand tout va bien financièrement, on ouvre le capital. Quand ça va plus du tout, on renationalise. C'est quand même. Donc oui, évidemment, il y a des besoins d'investissement lourds pour un futur parc nucléaire, pour le grand carénage des réacteurs, mais il est déjà à moitié financé. Pour le réseau, parce que pour les énergies renouvelables, il y a beaucoup de raccordements à effectuer, donc il y a des investissements aussi dans le renouvelable, donc il y a beaucoup d'investissements, certes, mais on pourrait tout à fait imaginer que cette entreprise, si elle était dans la situation où elle était encore il y a quelques temps, on la renationalise, on a des emprunts garantis d'État, et puis roulons jeunesse, parce qu'après, tu en as pour des décennies, voire des siècles pour amortir tout ça. Et tu fais des gains derrière. Je lisais aussi que c'était aussi pour des questions de sécurité. Parce que quand on prend par exemple les barrages hydrauliques, il y a des barrages hydrauliques qui sont gérés par le privé et la Cour des comptes, il n'y a pas très longtemps, a pondu une note en disant en fait la sécurité sur les barrages hydrauliques qui sont gérés par le privé n'est pas hyper assurée. Donc est-ce que là on parle quand même d'outils qui sont quand même éminemment dangereux, hein. Je parle notamment des réacteurs nucléaires. Est-ce qu'il y a une question de sécurité qui se pose aussi? Sur les réacteurs nucléaires aujourd'hui, comme sur les ouvrages hydrauliques, nous, ce qu'on dit clairement, c'est que ça doit être géré par l'opérateur public. Sans compter qu'il y a un lien fort entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un lien fort, et on pourrait avoir un autre lien par le tarif, nous c'est ce qu'on propose, mais il y a un lien technologique fort. Les centrales nucléaires sont refroidies pour celles qui sont en bord de fleuve, par des fleuves. C'est les barrages en amont qui assurent les débits, les températures d'eau, suivant les lâchers d'eau. Bon, ça c'est une première chose. Également des renvois de tension entre eux. Mais quand même, aujourd'hui, ce qui pèse comme danger principal sur les barrages hydrauliques, c'est l'injonction européenne qui dit vous allez me mettre tout ça à la concurrence. C'est un truc de fou. C'est l'histoire d'un deal de l'époque de Moscovici avec Hollande, où il y a le fameux dépassement de la dette de 3% du PIB, et où il faut un deal, on va dépasser, mais par contre, on va vous mettre les barrages, on va accepter de les mettre en concurrence. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'indépendance énergétique, donc ce serait quand même faramineux, mais le dossier revient sur la table, là il est encore très actuel ces semaines-ci, ça serait quand même faramineux que la France offre ces barrages, enfin voilà, il y a 80% des barrages qui sont exploités et maintenus par EDF depuis 1946, les offrir à une concurrence privée dont par nature on ne connaîtrait pas les actionnaires, ni leur motivation. On voit aujourd'hui, imaginons qu'aujourd'hui nous aurions plusieurs barrages détenus par Vladimir Poutine, par des Chinois, par des Qataris, c'est toutes ces... Bon, comment on connaîtrait leur motivation? Enfin, les barrages, c'est aussi une question de sûreté et surtout ce qu'on oublie beaucoup, c'est que dans ce qui est confié à EDF pour l'hydraulique, il y a une double mission de service public, l'hydroélectricité, mais aussi la gestion de l'eau. Donc la gestion de l'eau aujourd'hui, alors qu'on parle de crise climatique, de crise hydrique, franchement, il est possible que dans les années qui viennent, l'eau serve davantage de réserve et d'irrigation et à assurer l'eau pour la population que à turbiner pour faire de l'électricité. C'est possible. Il faudra là aussi faire des choix. On a déjà dès cet été des problèmes de ressources en eau. Donc là, franchement, sur la question de l'hydraulique, nous on est très très attentifs. Et on porte aussi dans ce projet, nous, on considère qu'il faut tout mettre dans le giron public. Bon, est-ce qu'il va y avoir des deals d'opérer entre certains gros énergéticiens pour leur donner, voilà, avec des actionnaires privés, les barrages clés en main? Bah, ça serait terrible pour le patrimoine industriel du pays, quoi. Tu dis qu'il faut tout remettre dans le giron public, je l'entends, donc toi tu es pour une renationalisation Ouais. finalement d'EDF, hein, complète, mais pas avec le projet que Emmanuel Macron et son gouvernement ont derrière la tête. On a bien compris. Mais est-ce que vraiment tu penses que c'est l'État
qui doit piloter les grandes orientations industrielles de ce pays et pas, mais là je te parle par exemple d'un point de vue on va dire communiste et marxiste, et pas les travailleurs et les travailleuses en fait d'EDF. Pourquoi est-ce que ce serait pas, pourquoi ce serait forcément l'État qui devrait être stratège et pas, est-ce qu'on pourrait pas mettre dans les mains des travailleurs et des travailleuses l'outil finalement de production énergétique? Ah, mais nous, c'est tout à fait ce qu'on porte. C'est-à-dire que quand on parle du service public de demain, on parle, de faire le double bilan, c'est-à-dire euh, sur les 76 ans d'EDF, 50 ans de statut public, suite à la création de la loi de 46, issue du Conseil national de la résistance. On ne vient pas de n'importe où quand même. Et puis, tu as depuis 26 ans maintenant le système concurrentiel et donc dans le cercle de la fumeuse privatisation. Nous, on dit juste, on fait le double bilan de ça, on regarde ce qui était le plus efficient pour le pays. Bon, il n'y a pas photo, avec tous ceux avec qui on discute, honnêtement, tout le monde sait bien que tant pour le consommateur que les salariés, que les investissements, que pour les entreprises de les collectivités locales, c'est la vision publique. Mais on veut bien en discuter, mais double bilan. Et puis ensuite, comment on gérerait le service public de demain? Mais nous, on pense que c'est pas du tout un conseil d'administration, d'actionnaires avec l'État de gérer ça. C'est-à-dire que on doit avoir une gouvernance qui inclut les représentants de salariés, mais qui inclut aussi les usagers, c'est-à-dire les assos de consommateurs d'aujourd'hui, et des représentants de la nation, des parlementaires. Donc c'est ce mix-là que nous, on entend mettre en œuvre, c'est-à-dire que le service public de demain, c'est, oui, effectivement, des représentants des travailleurs, des représentants des usagers, et puis des représentants de la nation qui regardent comment on va sur le long terme et comment on prévoit les choses. J'ai une dernière question, Philippe. On parle beaucoup en ce moment des problèmes d'approvisionnement en Ouais. énergie. On dit que voilà, sûrement à l'hiver prochain, il y aura peut-être des coupures d'énergie. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Et surtout, est-ce que là encore, le fautif, c'est le marché? C'est ça en fait qui nous met en défaut principalement? Alors, le gouvernement pointe le fait que c'est de la faute d'EDF et de ses réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt aujourd'hui pour une part. C'est vrai, il y a de la maintenance, mais la principale cause, c'est évidemment ce marché à qui on a confié les choses, ce qui est quand même incroyable. On a confié la sécurité d'approvisionnement et donc du réseau au marché. Mais il fallait être dingue. Qu'est-ce qui s'est passé en fait toutes ces dernières années? Eh bien, ceux qui sont arrivés sur ce marché, ceux qui sont comportés en trafiquants d'électricité, ont profité de ceux qui produisaient pour revendre et en fait se concentrer sur une seule activité, la commercialisation. Ce sont des négociants, trafiquants, et donc en fait personne n'a investi dans les moyens de production. Donc le marché se contentait de ça. Tout le monde disait ça marche très bien, on peut fermer des centrales, on tirera des câbles, vous inquiétez pas, tout va très bien. Et puis il y a eu la grande mode du renouvelable, parce que obligation d'achat, un modèle économique très rentable, beaucoup sont allés faire du fric là-dessus. Alors, le renouvelable, c'est très bien, il faut en faire, mais il faut le compléter parce il a un caractère intermittent qui dépend de la météo, que ce soit éolien ou photovoltaïque, donc il faut compléter ça. Et donc, le marché a oublié ça aussi. Lui, il s'est contenté de voir, hein. Dans un cadre, on a juste oublié quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de politique européenne de l'énergie. Chaque pays fait en fonction de son sous-sol, de sa géographie. Il y en a qui peuvent faire de l'hydro, d'autres non. De son histoire, de ses acceptabilités sociales. Donc, il n'y a jamais eu de politique européenne de l'énergie. Il y a simplement un marché européen de l'énergie, mais qui est terrible parce que justement, il laisse faire les choses et il n'incite pas à l'investissement. Donc, en moyens de production. Donc, Donc, ce que évidemment. tu dis, c'est qu'il y a une augmentation de la Ah, consommation et pas de la production. ah ben évidemment, c'est-à-dire que les lois françaises de 1946, issues du Conseil national de la résistance et de son programme, c'est j'équilibre les besoins. La réponse aux besoins, c'est quelque chose qui est cher dans l'ADN de la CGT par exemple. Donc la réponse aux besoins, c'est donc production. On monte les moyens de production en fonction de la réponse aux besoins qui se traduit par le fameux critère chez nous du réseau, c'est-à-dire que d'équilibre de ton 50 Hz. Nous, on a un truc terrible en électricité, c'est quand le réseau est à 50 Hz, tu sais que tu réponds pile poil à ta conso. Donc c'est génial. Et en fait, aujourd'hui, c'est quoi le grand projet qui est porté par tous les libéraux et tous ceux qui font les textes sur l'énergie aujourd'hui? Et ça s'appelle tranquillement l'effacement.
L'effacement, c'est t'expliquer comment tu vas pouvoir te priver pendant quelques heures par jour ou quelques jours sur l'année d'un produit qui est juste un produit vital de première nécessité. Donc aujourd'hui, au lieu de répondre par la production aux appels en consommation, on fait l'inverse, c'est-à-dire que la production, elle peut plus bouger. Donc quand la consommation est là, bam, ben on la baisse, on appuie sur un bouton, puis tu vas couper 4 barres d'immeubles, puis les braves gens, bah, ils regarderont la télé à partir de 19h, puis le frigo, il redémarrera aussi, et à partir de midi, ils n'auront plus de jus. Ça c'est un truc incroyable. Donc ceux qui vont souffrir, c'est principalement bah, les usagers et les usagères. Ah bah Et là, les oui. collectivités territoriales qui sont aussi des usagers. Ah ouais, 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 là, si on laisse faire les choses telles que c'est parti, il va d'abord y avoir une évolution tarifaire phénoménale. Qui a Alors, déjà commencé. un mec a commencé, mais qu'on peut juguler, parce que nous, c'est ce qu'on propose. Et on est suivi d'ailleurs par des assos de consommateurs aujourd'hui qui disent non, non, on arrête. Pourquoi on continue à être indexé sur les prix du marché européen qui reflètent pas du tout notre mix de production? C'est quoi cette histoire de marché qui est totalement virtuelle? Donc on pourrait calculer le tarif d'électricité en France à partir de ce qu'on produit nous, à partir du nucléaire, de l'hydraulique, de notre renouvelable. Donc on pourrait faire ce mix et on maîtriserait par le bas la maîtrise d'électricité parce qu'on enlèverait tous les effets de marché et de concurrence qui amplifient le calcul du tarif. Les Espagnols et les Portugais viennent, il y a un mois, de sortir du marché européen de l'électricité. Ça veut dire ils suppriment l'interconnexion en fait du réseau électrique. Alors ça, c'est une super question, parce que tous ceux qui s'opposent à notre vision des choses nous disent, ouais, mais s'il n'y a pas le marché européen, il n'y aura plus les interconnexions, et donc voilà. Non, 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 non. Nous, évidemment, on est pour la solidarité entre les territoires, entre les peuples, entre les pays. Il n'est pas question de se fermer et de couper les interconnexions. Ça, c'est un débat bidon. D'ailleurs, il faut observer que depuis un mois, la péninsule ibérique s'est affranchie par dérogation de Bruxelles, certes, parce que socialement, c'était plus possible. Il y a que les boîtes de l'énergie qui faisaient du fric, mais les gens ne pouvaient plus payer. Donc, ils font leur calcul de mix énergétique, leurs propres tarifs. Qu'est-ce qui se passe? La ligne d'interconnexion entre la France et l'Espagne, elle fonctionne très bien depuis un mois, et dans les deux sens, il n'y a pas de souci. Et moi, je rappelle souvent que les interconnexions, les premières interconnexions, elles ont mon âge. Elles sont nées en 1967. Bon, Maastricht, 1992, et les directives sur l'énergie, c'est à partir de 1995. Donc la solidarité entre territoires, échange d'électrons et le maillage du réseau européen, il peut se faire par contrats commerciaux, par solidarité technologique, et c'est très bien qu'il se fasse, et il faut qu'il se fasse. C'est les autoroutes des électrons, mais ça, t'as pas besoin de marché pour les mettre en œuvre. Oui, mais si je puis me permettre, admettons que nous, notre production et notre mix énergétique nous Ouais. permettent de vendre notre électricité à nos usagers et nos usagères à, on va dire, je dis n'importe quoi, à X. Derrière, les Allemands qui n'ont pas le même mix énergétique, bah, eux, ils ont un Y, mais qui est largement supérieur à X. Bah, du coup, ils ont tout intérêt à aller acheter par ces réseaux interconnectés de l'électricité française et après à le revendre, eux, aux Allemands. C'est la grande ambiguïté de la politique énergétique discutée en Europe. Il y a pas de politique énergétique, mais il y a des discussions sur l'énergie. Et évidemment, ce sont les Allemands qui verrouillent le bazar, parce que si on met ce projet en œuvre, vu les choix qui ont été opérés en Allemagne, la compétitivité industrielle, déjà, elle devient hyper favorable à la France. Et là, c'est clair et net. Enfin, les choix de la France par le nucléaire et l'hydraulique, bah, ils ont amené à maîtriser par le bas. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'on perd nos atouts économiques en se mariant à ce marché européen de l'énergie. On a été dingue d'accepter ça, puisqu'on perd nos atouts économiques et finalement notre compétitivité industrielle. D'ailleurs, on pourrait plus le faire en fait. En 73-74, quand ils décident de faire le parc nucléaire, c'est pour s'affranchir du dictat des pays de l'OPEP. Le prix du pétrole a été multiplié par 6 en un an. Il y avait un problème. Bon, donc on fait ça au nom de l'indépendance énergétique. Et finalement, après, on brade l'indépendance énergétique puisqu'on n'en a plus, puisqu'on décide même plus de nos propres tarifs d'électricité. Donc, on n'a plus d'indépendance énergétique. On se rend dépendant du tarif et finalement, c'est la dernière centrale au gaz ou à charbon à la frontière bulgare ou tchèque qui va équilibrer à un moment donné le réseau européen, qui fait parfois que 200 mégawatts.
qui va donner le tarif par ce système qu'ils ont inventé, qui s'appelle le merit order. Plus libéral on meurt, un truc de fou, un truc de fou. Et voilà, donc il faut sortir de ça, il faut s'affranchir du marché pour maîtriser les tarifs de l'électricité. Eh ben, les luttes sont devant nous. Il y a de belles luttes quand même à mener sur ce sujet. Non, mais c'est une super lutte parce qu'en fait, c'est le progrès humain qui est derrière. Et on parle d'un. Nous, on est très attachés à cette lutte parce que c'est un produit vital et on peut regarder toutes les études dans le monde. Les courbes de réponse aux besoins en énergie accompagnent le progrès humain et le développement humain. Donc, voilà. Donc, évidemment, il s'agit de la maîtriser, de ne pas la gaspiller, de ne pas la faire de façon carbonée. Mais quand on développe l'énergie et dans un giron public, justement, pas pour faire du beurre, c'est ça aussi, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait pour vendre à 400 balles ou à 600 balles une fois de temps en temps, j'achète un barrage et puis je vends que quand c'est intéressant pour le prix, ou est-ce que tout ça, c'est une vision sociale menée publiquement? C'est le grand débat. Oui, c'est une super lutte. Bah, merci beaucoup, Philippe. Merci à toi.